rencontre avec Christophe Berry à l'Opéra de Marseille, comme vous pouvez le voir derrière nous dans ce magnifique foyer. Pendant la production d'Hernani de Verdi, une production mise en scène par Jean-Louis Grinda. Et j'ai à côté de moi Christophe Berry. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir à mes côtés. On s'était rencontrés, comme vous l'aviez souligné, au Corrige d'Orange. Exactement. Et on se retrouve ici pour cette production d'Hernani. Voilà. Je tiens à souligner quand même que vous êtes venu pour cette interview aujourd'hui même où il n'y a ni répétition ni production. Donc vous êtes venu spécialement pour cette interview et je tiens vraiment à vous remercier. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien, avec un plateau magnifique, des chanteurs extraordinaires, évidemment. Dans des conditions un peu particulières en ce moment, en ce qui concerne la technique. Bon, liberté d'expression, peut-être, je ne sais pas. Pardon ? Liberté d'expression, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais bon, certainement des revendications qui sont fondées, je pense bien, pour eux. Pour nous, ça ne nous empêche pas de venir chanter, ce qui est quand même l'essentiel. Ouais. Ça se passe très bien. Et alors justement, en tant qu'artiste, comment vous le percevez cela ? Parce que c'est vrai que du coup, vous avez été dans le noir quelque part. Oui, pour la première, si je peux dire aussi. Dans le noir, on a des éclairages quand même, évidemment, mais qui ne sont pas ceux prévus pour la mise en scène. Ouais. Comme nous n'avons pas non plus tous les décors prévus. Les accessoires non plus. On a eu les costumes, maquillage, perruques pour ceux qui en ont besoin. Voilà, et puis ça se passe de toute façon, on chante, on est sur scène et effectivement, c'est dérangeant surtout pour les accessoires parce qu'il se passe pas mal de choses. On a tous une épée, une dague, des bagues, un casque, bon, peu importe, il y a beaucoup de choses. Et donc il n'y avait pas au départ, et puis il faut faire avec, ou plutôt sans, mais on fait. C'est une facilité que vous avez de vous adapter, vous, en tant qu'artiste ? Ou en tant qu'être humain, tout simplement ? Certainement, en tant qu'être humain, je fais certainement un peu comme tout le monde. Et puis, en tant qu'artiste, on a l'habitude aussi. Même pendant des répétitions, des fois, il n'y a pas tout au départ. Les premières répétitions au piano, dans d'autres salles. Voilà, donc on s'habitue et puis on fait sans. Mais je crois que ça se passe pas mal parce que, donc, comme vous le disiez, la première, c'est déjà passé. Ouais. Et ça s'est très, très bien passé. Très bien, malgré tout. Voilà, ça a été un triomphe pour tout le plateau, des extraordinaires chanteurs. Alors comment vous modelez à travers toute cette distribution ? Comment vous vous positionnez ? Parce que vous vous connaissez, ou pour certains peut-être, pour d'autres un peu moins ? Alors moi je connaissais Ludovic Tézier et Francesco Melli. Et puis pour les autres, c'est une grande découverte pour moi que Alexander Vinogradov, par exemple, la basse, qui interprète le rôle de Silva, qui est incroyable. Mais incroyable, une voix très profonde, une présence scénique. Alors évidemment, je n'ai rien à dire sur Ludovic Tézier, puisqu'il est déjà hyper connu, donc c'est toujours aussi beau. Voilà, Francesco Melli aussi, où j'avais chanté déjà à Monte-Carlo avec lui dans... Qu'est-ce que c'était à Monte-Carlo ? Bonne question. Hernani, non, c'était pas Hernani. C'était... ça me reviendra. Peu importe. Mais j'avais déjà un très bon souvenir de lui, avec une très grande voix. Voilà, donc c'était parfait. Alors avec un metteur en scène que vous connaissez, voilà. Bien. Jean-Louis Grinda, évidemment, chez qui j'ai travaillé souvent à Monte-Carlo, et puis à Orange aussi, depuis que c'est lui qui dirige l'éco-régie. Et alors justement, de bien connaître son metteur en scène, au-delà de sa direction d'acteur propre, oui. Ça vous apporte une mise à l'aise. Ah oui, ça c'est sûr que forcément, voilà, il y a déjà une petite complicité dès le départ, de travailler avec quelqu'un qu'on connaît, c'est évident. Et puis, il est très accessible, très simple dans ce qu'il nous demande, dans son jeu d'acteur qu'il attend de nous. Voilà, lui aussi a été gêné par beaucoup de répétitions, puisqu'il y en a eu d'annulés avec l'orchestre, avec, encore une fois, tout ce qui s'est passé ici, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il escomptait, forcément, puisqu'il n'y a pas, il y a 4 actes et il n'y a pas 4 changements de décor.
Donc je pense qu'il doit être un peu frustré, comme nous tous, mais lui, c'est quand même son travail, c'est son œuvre et qui n'est pas aboutie pour lui. Mais bon, ça va, ça a l'air d'aller quand même. Alors parlez-nous un petit peu de cette production, de votre rôle. Quel est votre rôle? Comment vous l'êtes approprié? Est-ce que ça vous correspond? Enfin voilà, plein de questions qui sont balancées. Est-ce que ça me correspond? Pas forcément, je suis l'écuyer du roi. Donc le roi étant Ludovic Tézier, donc c'est évidemment un très grand bonheur d'être à côté de lui, à son contact, de l'entendre chanter évidemment de près. Alors deux voix complètement opposées, puisque complètement opposées, lui... exactement, lui est baryton, avec la voix qu'on lui connaît. Et voilà, bon, moi j'ai quelques phrases, disons, seules, et puis beaucoup d'autres à chanter avec le chœur en même temps. Donc ça me va très très bien. Très très bien, donc voilà, l'écuyer du roi, donc là où il est, en principe, je suis pas loin, ce qui me va ravir. C'est parfait pour moi. Alors justement, vous précisez que vous êtes en tant que soliste, et puis principalement dans cette œuvre-là, vous accompagnez le chœur. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, dans l'une et l'autre C'est souvent le cas pour les seconds rôles, qu'on soit mêlé avec le chœur, puisque souvent c'est ou des brigands, ou je ne sais pas, une partie d'un ensemble en tout cas, où on a à chanter une phrase particulière seul, et puis à être le meneur un peu de toute la troupe qui est plus ou moins avec nous. Voilà, ça c'est très courant. Pour les seconds rôles, ça arrive rarement d'avoir un air seul ou de n'avoir rien à chanter avec le chœur. Ça arrive, hein, mais... Souvent, quand même, on a beaucoup à faire avec le chœur, et puis une petite partie seule. Et alors, quand vous êtes seul, comment vous êtes à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est le grand moment? Voilà, c'est le grand moment, justement. Vous vous dites, voilà, il faut que je donne tout ce que j'ai maintenant. Exactement. Parce que je suis seul et voilà. Il faut être là, oui, au bon moment. Et bien sûr que c'est là qu'on prend le plus de plaisir. C'est évident, puisqu'on se dit, là, on va entendre ma voix, on va... Voilà, voir évoluer scéniquement. C'est ça. Vous êtes un petit peu... Ça. À quelque part, on vous guette peut-être aussi Oui. Et puis alors, c'est souvent donc assez court ce qu'on a à faire. Donc il vaut mieux pas rater ce moment-là, parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut, je vais pas dire se rattraper, parce que si c'est foutu, c'est foutu. Mais bon, il faut être vigilant, il faut être... Mais dans l'action, on l'est forcément, puisqu'avec toutes les répétitions qu'il y a avant... C'est évident qu'on sait très bien ce qu'on aura à faire, à chanter, et comment le faire avec celui ou ceux qui sont en face de nous. Donc il y a un échange, Et alors vous avez de la pression à ce moment-là? Ah forcément. Comment vous l'évacuez? C'est pas fait. Je pense que c'est surtout avant d'entrer en scène. Avant de mettre un pied sur le plateau, est-ce que je me souviens bien de ce que je dois chanter, de ce que je vais dire? Parce qu'on ne chante pas forcément en français, donc dans les langues différentes, évidemment, il faut savoir ce qu'on a à dire. Et puis la mise en scène, les mouvements, s'il y a, encore une fois, des accessoires, une réaction en fonction de ce qui se passe autour de nous. Bon, voilà, donc il y a un petit récap à faire avant d'entrer sur scène. Je pense que c'est ce moment-là qui est où c'est un peu tangent, quoi. Voilà, là il faut une bonne concentration, puis une fois que je suis sur scène, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Une fois qu'on est lancé, il faut y aller, puis on n'a plus le temps de réfléchir. De toute façon, c'est maintenant. Est-ce que vous pratiquez une activité autre pour justement évacuer ce stress que vous pouvez avoir, ou est-ce que vous êtes vraiment basé sur l'apprentissage Alors, chant? Évidemment, on a beaucoup à travailler, autant la voix que les partitions, que les projets futurs. Mais moi, je suis un fou de pêche. D'accord. Pêche à la ligne. Voilà. J'adore ça. Donc, en principe, jamais eu d'artiste partout où je vais, ça, s'il doit y en avoir un, ça sera moi. Donc, partout où je vais, partout en France, parce qu'à l'étranger, je ne pars pas avec mes cannes à pêche, mais autrement, je pars avec mon matériel de pêche. Donc, du coup. Exactement. D'accord. Voilà. Et malheureusement, je me suis dit, Marseille, il va faire un temps extraordinaire. Tous les jours de repos que nous avons eus se sont passés à 90% sous la pluie. Et le jour où il fait beau, vous avez une interview. Voilà. C'est pas gentil.
Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec la météo. Mais bon, voilà. J'aime beaucoup la pêche, c'est beaucoup de patience aussi, alors. C'est de la patience, mais je ne reste pas vraiment assis à attendre comme le faisait mon grand-père, par exemple. Je vais à la recherche. Voilà. Je marche beaucoup, je longe ou les fleuves, ou les bords de mer. Voilà, j'habite au bord de la Loire, moi, donc j'ai l'habitude d'aller à la pêche au bord de la Loire et de faire des kilomètres et des kilomètres pour pêcher. Alors, j'ai lu que vous faisiez, avant de chanter, des études d'architecture intérieure. C'est vrai, ça? C'est vrai. J'ai commencé par un CAP d'ébéniste. Et puis après, je suis rentré à l'école Boulle pour continuer dans l'ébénisterie. Finalement, j'ai fait un brevet de technicien d'agencement et puis après un BTS d'architecture intérieure et je suis sorti architecte d'intérieur où j'ai exercé quelques temps jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un que j'ai entendu chanter et je me suis dit tiens c'est quand même pas mal le chant et je me suis mis au chant comme ça. Mais il faut avoir la voix, il ne suffit pas de dire chanter, mais il faut avoir la voix. Donc votre voix, vous êtes jamais aperçu que vous étiez... Non, parce que j'avais jamais travaillé jusque-là la voix. J'avais fait du piano au conservatoire étant jeune. Mes parents étaient chanteurs, donc j'entendais chanter, autant à la maison que dans différents opéras. Mais je n'avais jamais chanté. Ce qui est peut-être de temps en temps le cas pour certains fils ou filles, enfin enfants de chanteurs. On se dit, papa et maman sont chanteurs, est-ce que je vais être au niveau? Est-ce que je ne sais pas s'il y a un rapport, mais non, j'avais jamais chanté. Et puis voilà, j'ai entendu un ami d'enfance chanter, je me suis dit mais c'est extraordinaire. Pourquoi je ne tenterais pas le coup? Ça m'a plu, ça a marché. Voilà, me voilà là. Après Marseille, donc qu'en est-il? Vous avez des projets? Alors, après Marseille, je vais faire un requiem de Mozart à la Madeleine, à Paris, le 23 juin. Donc on change complètement de répertoire là? Complètement. Voilà, et puis après, vacances méritées après cette saison, qui va me faire du bien pour retrouver mes enfants, et voilà. Et puis à la rentrée prochaine, je serai là pour Simon Boccanegra. D'accord. Donc retour à Marseille, ce qui me va très bien. Oui, la région sud, c'est quelque chose que vous venez... Enfin, j'ai l'impression que vous venez quand même régulièrement. Je viens souvent ici, mais grâce à monsieur Xibéras, que je remercie évidemment au passage, c'est la moindre des choses, qui m'engage souvent ici, au moins une fois par an, ce qui est... voilà, vraiment, je le remercie du fond du cœur, parce que c'est difficile de trouver du travail. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. C'est pas comme il y a 10 ans ou 20 ans où il y avait beaucoup plus de travail, même pour nous. Donc voilà, je suis un fidèle de Marseille et ça me va très bien. Pardon, excusez-moi, je vous en prie. Je vous ai coupé la parole. Comment vous êtes adapté justement par rapport à cette prise de risque que vous avez dans le côté artistique et cette sécurité que vous auriez pu avoir dans l'architecture intérieure? Alors, pour tout vous dire, après l'architecture intérieure, je suis rentré dans le chœur de l'Opéra de Paris, où j'ai fait 10 ans de chœur comme titulaire. J'ai tout fait pour rentrer à l'Opéra de Paris. Donc j'ai passé 3 fois le concours d'entrée, parce qu'il y a un niveau assez élevé, évidemment. Donc j'ai fini par rentrer là-bas. Et puis, au bout de 10 ans, le professeur de chant que j'avais à l'époque m'a dit « Mais si tu es tenté par... peut-être que tu as des chances avec la voix que tu as pour... peut-être, si ça te plaît, tenter ta chance comme soliste. » Donc je me suis présenté, auditionné devant quelques directeurs d'opéra. Et puis voilà, j'ai démissionné de l'Opéra de Paris et donc depuis 13 ans, je fais ce métier de soliste qui me correspond très bien. Alors effectivement, il n'y a pas de sécurité de l'emploi, ça, on est bien d'accord. Bon, alors selon les saisons, il y a des saisons magnifiques où on déborde sous les contrats, où on refuse des contrats parce qu'il y en a qui tombent en même temps que ceux qu'on a déjà signés. Et puis des saisons où c'est plus compliqué. Voilà. Mais l'art est là et ça vous permet aussi peut-être de vivre ce que vous avez envie de vivre. Ah, ça c'est sûr que... Comment vous dire? Je vais citer Madame Angot, si vous me permettez, mais ce n'est pas un plan B pour moi, ouais. L'art. C'est vraiment mon plan A. Et oui, je veux pas faire autre chose. Non, j'ai voulu faire ça, je le fais. Il
Il y a des années plus dures que d'autres, mais c'est comme ça. J'ai l'intention de tenir le coup. Et puis, on verra l'avenir. Merci beaucoup, Christophe Berry. Mais je vous en prie, avec plaisir. À très bientôt, je l'espère. Merci infiniment. Merci.